Maman, papa sera bientôt là. Tu l'as appelé, Victoria? Tu sais qu'il appelle toujours. Il ne faut pas le distraire pendant qu'il est en route, répond Natalia, sa fille. Il est parti tôt ce matin et a promis de raccrocher les balançoires. Victoria, ne te plains pas. Si papa a promis, il le fera certainement. Nous ferons notre gâteau préféré pour quand il arrivera, avec des flocons de noix de coco et du sirop d'ananas. Les yeux de Victoria s'illuminent. Oui, exactement. Qui fait le meilleur sirop d'ananas pour nous? Moi, répond Natalia. Tu mets des morceaux d'ananas dans un mixeur, tu ajoutes une demi-tasse de sirop d'agave, tu mets le couvercle et tu mixes le tout. La jeune fille applaudit. Tout à fait, ma petite Victoria, dit Natalia en embrassant sa fille sur le nez. Il était presque 9 heures du soir. Le gâteau refroidissait sur la table de la cuisine et le sirop d'ananas était stocké dans le réfrigérateur, tandis que la mère et la fille étaient assises dans le salon, attendant Marcos. Soudain, le téléphone de Natalia sonne. C'est papa, annonce-t-elle joyeusement. Oui, Marcos, répond-il, mais une voix inconnue se fait entendre à l'autre bout du fil. Oui, c'est moi, répond Natalia, intriguée. Votre mari, Marcos Dia, est mort. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Qui êtes-vous? Natalia se lève du canapé et sort de la pièce en courant. Nous avons trouvé la voiture de votre mari sur la route. Il était apparemment sur le chemin du retour. Il y a eu un accident, un camion a envahi sa voie. Le chauffeur dormait au volant. Je vous présente mes sincères condoléances. Vous devrez venir vous faire identifier. Je vous enverrai les détails du lieu et de l'heure dans l'heure qui suit. Encore une fois, toutes mes condoléances. Allô? Bonjour? Natalia hurle dans le téléphone, incapable de retenir les larmes qui coulent sur ses joues. Maman, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi pleures-tu? Victoria tire sur la robe de sa mère, où est papa? Chérie, papa ne reviendra pas aujourd'hui. Il a eu un terrible accident. Natalia ne pouvait pas mentir à sa fille, même si elle ne voulait pas la traumatiser. Je ne pouvais pas mentir. Non, ce n'est pas vrai. Papa est vivant. Il sera bientôt de retour et nous mangerons du gâteau ensemble. Victoria serra sa mère dans ses bras et enfouit son visage dans les plis de sa robe colorée. Victoria, ma chérie, pardonne-moi de t'infliger cette souffrance. C'est très difficile pour moi de l'accepter aussi, mais nous devons être fortes, maman. Quelqu'un t'a menti. C'est un homme méchant qui a appelé et qui a menti pour nous faire pleurer, pour que nous nous sentions mal. Vitria a poussé un grand cri. Le lendemain, Natalia a eu très peur. La seule fois où elle avait eu aussi peur, c'était à la mort de sa petite cousine. Natalia avait 7 ans. Elle s'est approchée du lit et s'est aperçue que la petite Lorena ne respirait plus. Maintenant, elle est à la morgue, et quelqu'un en blouse de médecin est en train de retirer le drap blanc du visage de l'homme allongé sur le brancard. Oui, c'était votre Marcos. Il y avait du sang sur son nez, un sourcil coupé, des lèvres fendues. Mais c'était ses sourcils, ses lèvres qu'elle embrassait avec tant de plaisir, c'était son nez droit, légèrement tordu, ses cheveux couleur d'aile de corbeau. C'était son mari, son Marcos bien-aimé, le père de Victoria. Il n'y a pas de doute. C'est mon mari, dit Natalia en se couvrant le visage de ses mains. Tout est comme dans un brouillard. Le médecin lui disait quelque chose, le policier lui demandait quelque chose, mais la pauvre ne comprenait rien, absolument rien. Le monde s'écroule en un instant. Son bien-aimé, personne d'autre ne l'étreindrait jamais comme il l'a fait. Leandro, l'ami de Natalia et ancien camarade de classe de Marcos, a participé à l'enterrement en passant rendre visite à son ami lors de son passage. C'était un moment très difficile pour Natalia. Elle a perdu la personne qui lui était la plus proche. Le couple se comprenait sans mots, ils se sentaient bien ensemble, même lorsqu'ils s'asseyaient tranquillement sur le balcon et regardaient les étoiles. Et comme il aimait la petite Victoria. Il était prêt à devenir un super-héros pour lui faire plaisir. Ayant parfois quelque chose en commun, Natalia avait l'impression qu'il ne jouait pas avec sa fille, mais qu'elle jouait avec lui. Le dîner, cria Natalia depuis la cuisine. Attends, Marcos. Elle lui répond depuis le salon. Nous n'avons pas encore fini de construire la maison de l'ours en peluche. Natalia s'émerveille de voir comment une seule personne peut combiner un mari fiable et déterminé, un père de famille, et un enfant prêt à jouer pendant des heures, à construire des blocs ou à fabriquer quelque chose en papier ou en argile.
Victoria adorait son père et ne pouvait pas passer une journée sans lui. Parfois, Natalia avait l'impression que sa fille aimait son père beaucoup plus qu'elle. Mais elle ne s'en offusque pas, car elle comprend qu'il est impossible de ne pas aimer Marcos. Son rire bruyant et un peu enfantin faisait rire Natalia et Vitria jusqu'à plus soif, sans même qu'elle sache pourquoi elle riait. Marcos excellait aussi à raconter des contes de fées à sa fille. Natalia les écoutait attentivement, assise à côté d'eux, tandis qu'ils jouaient différents personnages, tantôt grognant comme un ours, tantôt couinant comme une souris, ou encore coassant comme une vieille grenouille. Vittoria était tellement amusée qu'elle se roulait par terre de rire. Mais à présent, son mari et père bien-aimé n'étaient plus là. Tout ce qui restait, c'était d'innombrables souvenirs que la mère et la fille chérissaient. Depuis la perte de Marcos, Vitria avait commencé à mal dormir et Natalia l'avait autorisée à rester dans la chambre qu'elle partageait avec son mari. Natalia était également terrifiée à l'idée d'être seule dans sa chambre la nuit. Elle a essayé de s'occuper davantage de sa fille, même si elle devait penser à trouver un emploi, puisqu'il n'avait plus personne sur qui compter. Ce n'était pas tout à fait vrai, car Leandro, le meilleur ami de Marcos, était toujours là pour l'aider. Il vivait dans le quartier et rendait souvent visite à Natalia et Vitria, leur apportant des provisions et leur offrant son soutien. Un jour, Monsieur Boost, le propriétaire de la maison qu'il louait depuis des années, a appelé Natalia et lui a dit « Natalia, je dois malheureusement mettre fin à notre contrat. J'ai mis la maison en vente. Vous ne voulez pas me l'acheter ?» Natalia lui répond « Monsieur Boost, de quoi parlez-vous ? Ma fille et moi venons de perdre Marcos. Bientôt, nous n'aurons même plus de quoi payer le loyer. » Il lui répond « Je suis désolé, je n'étais pas au courant de votre malheur. Combien de temps vous reste-t-il ? 2 semaines ? Le mois s'achève. Pour me faire pardonner, je ne vous ferai pas payer le dernier mois. Merci, Monsieur Boost. Vous êtes très gentil, dit Natalia, perdue, ne sachant que faire avec sa fille de 6 ans dans les bras. Confrontée à un chagrin accablant et à la recherche d'un nouveau logement et d'un emploi, elle avait l'impression d'être enfermée dans une pièce sombre, étouffée par le désespoir. Mais elle a trouvé la force en elle-même et a essayé de surmonter le cauchemar qui avait rapidement envahi leur vie. Elle devait vivre pour Victoria, cette jeune fille sensible à l'âme pure et au cœur immense. Parfois, Vitria arrive à la faire sourire. Comme elle ressemble à Marcos, ma chère Vitria, pense Natalia en regardant sa fille. Trouver une nouvelle maison s'avère impossible, elle est soit trop chère, soit dans un état déplorable, soit loin de l'école. Il n'est pas question de changer d'école, Vitria ayant déjà subi un stress terrible. Natalia est désespérée. Elle appelle Leandro. « Bonjour, mon chéri. » Il lui répond « Bonjour, Leandro. Je suis désolé de te déranger, mais Victoria et moi avons vraiment besoin d'aide. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je ferai ce que je peux. Nous devons quitter notre maison dans 3 jours. Monsieur Boost a mis la maison en vente et je cherche un nouveau logement, mais jusqu'à présent, rien ne convient. Connaissez-vous quelqu'un qui loue un appartement ou une chambre près de l'école de Victoria ? Je serai là dans 1 heure. Ne t'inquiète pas, tout ira bien, dit Leandro si calmement que Natalia sentit un léger soulagement dans son cœur. Les affaires étaient presque toutes emballées. Les meubles appartenaient à Monsieur Boost, et ses affaires tenaient dans 3 cartons et 2 sacs. Leandro appela Victoria depuis l'embrasure de la porte. « Oncle Leandro, tu es venu jouer avec nous ?» Victoria est sortie en courant de la pièce en entendant la voix de Leandro. « Non, ma chérie. Je suis venu vous chercher, toi et ta maman. Tu vas rester avec moi pour l'instant et on verra plus tard. D'ailleurs, l'école est toute proche. » Leandro, mais on ne peut pas déménager avec toi, commence Natalia. « Pourquoi ? Demanda-t-il avec surprise. Je ne peux pas aider des amis dans un moment difficile ? Les filles, sortons. Commandons une pizza pour le dîner. Qu'en pensez-vous ? La pizza, c'est super, dit Vittoria en courant vers sa chambre. Merci, Leandro, dit Natalia à voix basse. Je me souviendrai toujours de la gentillesse dont tu as fait preuve à notre égard. Marcos a beaucoup de chance d'avoir un ami comme toi. Pas seulement lui. J'ai aussi de la chance d'avoir un ami comme Marcos, dit Leandro avec émotion. Il vivait seul, il venait de rentrer de l'étranger et il avait une petite maison. C'était une personne merveilleuse, mais il ne semblait pas fait pour la vie de famille. Marcos disait toujours que seule une fée des bois pouvait conquérir le cœur de Leandro.
Leandro a attribué une chambre à l'étage à Natalia et à sa fille, en restant près d'elle pour que personne ne les dérange. Je veillerai sur votre sommeil, dit Leandro d'un ton triste. Il y a des fantômes ici, demande Vittoria, les yeux écarquillés. Non, bien sûr que non. Tu crois qu'il y a des fantômes qui pourraient s'occuper de quelqu'un comme moi? Pas du tout, ma petite. Ils n'en ont pas encore inventé un comme ça, répondit Leandro. Vittoria rit. Elle n'avait pas beaucoup ri ces derniers temps, passant plus de temps en silence, perdue dans ses pensées. Natalia ne demanda rien, ne dérangea pas sa fille, certaine que Vittoria pensait à son père, qu'il lui manquait. Elle n'a jamais accepté sa mort. Maman, je me disais que papa n'était peut-être pas vraiment mort. Tu t'es trompée cette fois-là. C'était juste quelqu'un qui lui ressemblait, pas notre père, dit soudain la jeune fille avant de s'endormir. Oh là là, comme j'aimerais que ce soit vrai, que je me sois trompée et qu'il soit parti pour une affaire urgente, et les larmes brouillent les yeux de la femme, qui a du mal à parler à cause de la boule qu'elle a dans la gorge. Ils vécurent ainsi pendant plusieurs mois, chacun occupé à ses propres tâches. Natalia a trouvé un emploi à la boulangerie locale. Vittoria est allé à l'école et a participé à un club de théâtre. Quant à Leandro, il a continué à livrer des courses dans les supermarchés. La douleur de la perte n'a pas disparu, elle s'est seulement légèrement atténuée. Le temps ne guérit pas, il aide simplement à accepter la tristesse et la perte. Un jour, Vittoria a entamé une conversation sérieuse. « Maman, est-ce que tu aimes l'oncle Leandro ?» La jeune fille regarde fixement sa mère. « Bien sûr, j'aime Leandro en tant qu'ami. »« Qu'est-ce que tu veux dire ?»« En tant qu'ami, cela veut dire que je ne veux pas l'épouser, par exemple, comme je l'ai fait avec ton père. Mais il m'est cher en tant que personne. Je lui suis reconnaissante et je suis prête à l'aider si Leandro a besoin de quelque chose. Alors, si j'aime l'oncle Leandro comme un ami, est-ce que je ne trahis pas papa? Et s'il se fâche contre moi au paradis? C'est mon père, après tout. Je dois l'aimer pour toujours, se demande la jeune fille. Chérie, tu ne trompes pas ton père si tu aimes quelqu'un d'autre. Leandro était le meilleur ami de ton père et quelqu'un de très bien. Ton père ne sera pas fâché. Il sera heureux que sa petite Vittoria soit souriante, et non pas triste, en train de pleurer dans un coin, rassure Natalia. Tu sais, maman, j'ai toujours l'impression que papa est près de moi. C'est vrai, il restera toujours dans nos cœurs, dit Natalia avec tristesse. Nous devons chérir les meilleurs souvenirs de papa, puis son âme sera en sécurité au paradis. Natalia rapproche sa fille et elle reste allongée un moment, chacune perdue dans ses pensées. Comme il est bon qu'elle soit la l'une pour l'autre. Ensemble, elles ont réussi. Un jour, Vittoria était assise sur un banc, tandis que d'autres enfants jouaient joyeusement, en courant ou en tapant dans un ballon. « Pourquoi ne jouez-vous pas avec les autres, mademoiselle ?» demanda la maîtresse. « Je n'en ai pas envie. Je me sens triste. Demain, nous allons au cimetière. Demain, cela fera 6 mois que mon père est mort. » La jeune fille renifle. « Je comprends, ma chérie, c'est difficile. Nous allons écrire une lettre à ton père. Tu lui diras ce que tu ressens à propos des événements de ta vie, de tes succès et de tes peines. Est-ce que nous pouvons le faire et est-ce qu'il la lira? Bien sûr, ma chère, son âme est vivante et voit tout ce qui t'arrive, et cette lettre l'aidera, au moins un peu, à alléger le fardeau de la perte de son père bien-aimé. Tu peux mettre cette lettre sur sa tombe. C'est ce que j'ai fait quand ma grand-mère est morte, je lui écrivais constamment des lettres et je lui racontais ce qui m'arrivait. Cela a rendu les choses plus faciles. Vittoria sourit tristement et serra son professeur dans ses bras. Après la visite, ils ont écrit une lettre à Marcos. Le cimetière était silencieux, seuls les oiseaux volaient de branche en branche, pleurant et se parlant. Natalia pleurait doucement en ajustant les fleurs qu'elle avait apportées, tandis que Leandro regardait ailleurs comme s'il y voyait quelque chose d'important, la réponse à une question secrète. Vittoria ne pleurait pas. Au contraire, elle sortit une lettre de son petit sac et l'attacha à une plaque. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Natalia à sa fille. « C'est une lettre pour papa. Nous l'avons écrite avec la maîtresse. »« Oh, je vois », répondit brièvement sa mère, détournant elle aussi le regard, comme si elle s'attendait à ce que son Marcos bien-aimé surgisse soudain de derrière les arbres, courant jovialement vers elle, la prenant dans ses bras et la faisant tourner autour du cimetière. Mais il n'y avait pas de rire, pas de pirouette, personne ne racontait d'histoires drôles. Les gens étaient généralement silencieux ou pleuraient, se souvenant de ceux qui n'étaient plus là. Ils restaient là encore un moment, puis s'en allaient.
Ils sont partis vers le monde ordinaire, où les gens sont occupés, où les voitures passent, où les gens rient, se disputent, parfois sans se rendre compte que la réconciliation n'est peut-être pas possible. Une légère brise fait osciller la fine feuille de papier, ornée de lettres complexes et bien dessinées. Des marguerites en ornaient les bords, plus éloquentes que les mots, symbolisant l'amour filial. Le lendemain arrive, un dimanche. Victoria se réveilla avant tout le monde, comme elle le faisait toujours, suivant les traces de son père, et sortit de la maison. Ses jambes faiblissent lorsqu'elle voit ce qui l'attend, un bouquet de marguerites délicates est attaché à la balançoire par un ruban bleu clair. Ce n'est pas possible. Le cœur de Victoria s'emballe et elle a du mal à respirer. Elle se précipita et commença à embrasser les fleurs comme si elle embrassait son père, et non les pétales blancs au centre jaune. « Papa, papa, chuchota-t-elle, où es-tu ? Tu n'es pas mort, je l'ai toujours su. » Le silence se fait autour d'elle, les doux rayons du soleil matinal caressent le visage et les épaules de Victoria. Elle sourit, gardant le secret pour elle, son père était vivant, il reviendrait. Il lui suffit d'attendre encore un peu. Elle déballa rapidement le bouquet et l'emporta silencieusement dans sa cachette secrète du grenier, accessible par une échelle depuis l'arrière-cour. Victoria serra les marguerites dans ses bras et remarqua soudain une petite carte à l'intérieur. « À ma petite souris », alut Victoria lentement, a embrassé la carte et l'a mise dans la poche de son short. Il n'y avait aucun doute, son père était vivant, mais il ne pouvait pas revenir pour une raison quelconque. « Je ne le dirai à personne pour l'instant », décida Victoria en plaçant soigneusement le bouquet de marguerites dans un petit vase rond où elle conservait divers abats féminins et dont elle vidait le contenu avec de vieux magazines. Victoria prit ensuite une bouteille d'eau et la versa dans le vase pour que les fleurs se sentent bien et l'enchantant de leur beauté et de leur tendresse pendant longtemps. Depuis, la petite Victoria est beaucoup plus heureuse. Natalia a même été surprise par ces changements d'humeur de sa fille. Elle pensait que c'était l'enfance qui suivait son cours, un enfant ne peut pas être triste tout le temps. Natalia était heureuse, c'était si bon de voir Vitria sourire à nouveau. Elle s'est même mise à inventer des contes de fées, comme le faisait son père. Cela se passa une semaine après que Victoria eut trouvé le bouquet de marguerites attaché à la balançoire. Comme d'habitude, Victoria quitte la maison tôt le matin. Maman était déjà partie travailler et Leandro dormait encore, étant rentré très tard du travail la veille. Victoria regarde la marche du balcon, il y a une boîte. Elle la prit et l'ouvrit. À l'intérieur, elle trouva un morceau de papier plié plusieurs fois. En le dépliant, elle a vu qu'il s'agissait d'une carte. Elle avait l'habitude de dessiner ses cartes avec son père pour planifier ses promenades, la maison de l'oncle Leandro, des arbres, un chemin, une clôture et un petit café marqué d'une coche. Victoria reconnaît ce café, non loin de là, où l'on vend des pâtisseries très savoureuses. La jeune fille était déjà allée 2 fois avec sa mère. Victoria regarde autour d'elle et n'entend que le silence. Puis elle passa la main dans ses cheveux un peu ébouriffés et suivit le chemin indiqué sur la carte. Son cœur battait la chamade, comme s'il voulait sortir de sa poitrine. Elle aperçoit bientôt le toit du café. Le cœur de Victoria battit encore plus fort, un homme se tenait près de la porte, portant une casquette noire et des lunettes de soleil. Victoria commença à avoir un peu peur, et si c'était quelqu'un de sombre qui se faisait passer pour son père pour faire quelque chose de mal ? Mais elle ne put s'en empêcher et s'approcha lentement de la personne qui se tenait devant le café. « Ma petite souris », dit l'homme à l'approche de Victoria. « Ma Victoria. » Ce n'était pas un inconnu, c'était son père. « Papa », cria la petite fille en courant vers lui. « Oui, ma petite. Viens, j'ai commandé des pâtisseries et ton thé vert préféré. Pourquoi n'es-tu pas venu ? Pourquoi nous as-tu laissés avec maman ? Qui était la personne que nous avons enterrée ? » Victoria insiste. « Mon petit oiseau, je te raconterai tout plus tard. Pour l'instant, asseyons-nous ici et tu me raconteras tout. » « D'accord, » dit Victoria en hochant la tête. Le café venait d'ouvrir, il était vide et silencieux. Qui viendrait si tôt un dimanche matin ? Le père et la fille s'assoient et discutent tranquillement. « Pourquoi vis-tu avec l'oncle Leandro ? demanda Marcos. « Je te l'ai dit, Monsieur Bu a vendu la maison, nous n'avions nulle part où aller et oncle Leandro nous a invités à rester avec lui. » « Et maman ? Elle l'a épousé. »« Non. »« Qu'est-ce que tu racontes ? Maman aime l'oncle Leandro comme un ami, elle me l'a dit elle-même. Cela veut dire qu'elle est prête à l'aider s'il en a besoin, mais elle n'est pas prête à l'épouser comme elle l'a fait avec toi. »« Vraiment ? demande Marcos avec espoir. »« Bien sûr que c'est vrai.
Mais maintenant, tu reviens vers nous, n'est-ce pas? Tu as fait quelque chose de mal et maintenant tu te caches d'eux, n'est-ce pas? Victoria regarda son père avec de grands yeux, pleins d'une véritable curiosité enfantine et même de peur. Non, ma chérie, ton père n'a rien fait de mal. Quelqu'un d'autre l'a fait, mais il m'est très difficile de tout expliquer maintenant, petite souris. Pourquoi m'as-tu appelé ici au lieu d'aller chez l'oncle Leandro? Tu as dit toi-même que c'était ton meilleur ami, qu'il parlait toujours de toi. J'ai même vu des larmes dans ses yeux. Il ne voulait pas que maman le remarque, il s'est détourné, mais je les ai quand même vus. Il est très bon, vraiment très bon. Maman dit que tu as beaucoup de chance d'avoir un ami comme lui. Victoria, j'avais peur, a répondu ton père. J'avais peur que ta mère ne m'aime plus, qu'elle aime Leandro. Je ne voulais pas intervenir. Pardonne-moi, petite souris. Espèce d'imbécile. Allons bientôt chez l'oncle Leandro. Où tu veux aller au travail de maman? C'est près de la boulangerie. Souris. Oui, je sais, chérie, je l'ai vu, mais je ne peux pas maintenant. Je dois sortir pour régler certaines choses aujourd'hui. Tu sais quoi? Je reviendrai ce soir. Ne le dis pas encore à Leandro et à maman, d'accord? Maintenant, allons-y. Il est temps pour toi de rentrer à la maison, et je dois m'occuper de mes affaires. Je te verrai dans la soirée. Ils quittent le café et s'en vont chacun de leur côté. Vitria courut directement à la maison, elle était pressée d'arriver avant le réveil de l'oncle Leandro, et elle y parvint. Elle se jeta dans la balançoire et commença à se balancer doucement, essayant de reprendre son souffle et de se calmer un peu. Tout au long de la journée, Vitria attend son père en silence, bien qu'elle ait hâte de l'annoncer à l'oncle Leandro et à sa mère. Vers 20 heures, Natalia observe sa fille agitée et lui dit « Tu as l'air un peu bizarre aujourd'hui. Tu as l'air un peu bizarre aujourd'hui. » Son père n'était pas encore arrivé. Avait-il menti? Non, il n'a pas pu faire ça. Personne d'autre que son père. Mais il était temps d'aller se coucher, car elle devait aller à l'école le lendemain. Victoria s'allongea dans son lit, incapable de dormir. Elle espérait tellement qu'ils allaient enfin redevenir une famille. Elle voyait les yeux de sa mère se remplir de bonheur et l'oncle Leandro serrer son père dans ses bras et rire aux éclats parce qu'il était encore en vie. Mais rien de tout cela n'est arrivé. Papa n'est pas venu. Il n'est pas venu du tout. Ses affaires étaient plus importantes qu'elle et sa mère. La jeune fille finit par s'endormir profondément. Elle rêva que des enfants l'appelaient pour jouer, mais lorsqu'elle s'approcha, une petite fille aux jolies boucles lui dit « Ton père t'a abandonné. Ton père t'a abandonné. Il ne veut plus vivre avec toi et ta maman. Bientôt, il aura une nouvelle fille. Il l'appellera Petite Souris et lui racontera les histoires les plus drôles. C'est un mensonge. Il ne nous a pas abandonnés. Il va revenir, c'est sûr. » s'écrie Vittoria. C'est alors que cette méchante fille s'est approchée d'elle et l'a poussée violemment. La pauvre fille se sentit tomber en arrière. « Ah » cria-t-elle en se réveillant. « Qu'est-ce qui ne va pas, ma chérie ?» lui demanda sa maman, inquiète. « Un mauvais rêve. Il ne nous a pas abandonnés. Tu verras. Papa reviendra, c'est sûr. » Je sais, s'écrie Victoria en s'accrochant à sa mère. Calme-toi, ma fille. Tout va bien. Maman est là avec toi. Maintenant, essaie de te rendormir. Le lendemain matin, Vittoria n'est pas allée à l'école et a de la fièvre. Le médecin dit que la fillette n'est pas malade, mais qu'il s'agit plutôt d'une conséquence du stress ou de l'épuisement. Il a conseillé à sa mère de la garder à la maison pendant quelques jours, d'essayer de lui remonter le moral et de lui donner plus d'attention. Natalia est restée avec Vitria. Heureusement, une collègue a accepté de la remplacer. Victoria s'est couchée, ne voulant pas que sa mère lui fasse la lecture, ni regarder les dessins animés ou ses bonbons au citron préférés. La jeune fille se contentait de câliner le chaton en peluche que son père lui avait offert juste avant ces tristes événements et de regarder le plafond en silence. Natalia craignait que quelque chose de grave n'arrive à sa petite fille, mais elle n'avait aucune idée de la façon de la distraire. Il était environ 21 heures lorsque Leandro rentra du travail et dîna dans la cuisine. Natalia était en train de repasser dans le salon quand soudain on sonna à la porte. « Je vais la voir » s'écrie Natalia. « Bonjour » dit Natalia à l'homme qui se tient sur le seuil lorsqu'elle ouvre la porte. Elle le regarda, leurs yeux se rencontrèrent. C'étaient ses yeux. Les yeux de Monsieur Marcos étaient pleins d'amour et de tendresse,
et une lumière en émanait littéralement. Cette lumière semblait envelopper, hypnotiser et donner un sentiment de vrai bonheur. Marcos. Natalia s'agrippe au chambranle de la porte pour ne pas s'effondrer. Mais alors, qui était la personne que nous avons enterrée? Pourquoi toute cette mascarade? Ma chérie, ne t'inquiète pas comme ça, je t'en supplie. Je vais tout expliquer maintenant. Écoute-moi bien. Leandro est à la maison. Oui, il est dans la cuisine. Natalia se retire pour laisser entrer son mari, mort, depuis un peu plus de 6 mois. Il est entré, a laissé tomber le sac et le paquet qu'il tenait et a serré sa femme dans ses bras. Ils ont l'impression que le monde entier s'est écroulé. Il n'y avait qu'eux et leur amour, qui s'était encore intensifié après cette terrible séparation. Natalia, qui est là? Cria Leandro depuis la cuisine. Viens, nous avons beaucoup de choses à nous dire. D'après ce que j'ai compris, Leandro a aussi le droit de tout savoir. Leandro laissa tomber sa fourchette sur la table, manquant de s'étouffer avec son riz lorsque Marcos entra dans la cuisine. Il s'est alors levé d'un bond de sa chaise et a serré silencieusement son ami dans ses bras. Ils ont veillé jusqu'à minuit passé. Au début, il n'arrivait pas à croire que Marcos était vivant. Puis il a raconté à sa femme et à son ami ce qui s'était réellement passé. Marcos avait un frère jumeau. Il était à son image à l'extérieur, mais à l'intérieur, ils étaient aussi différents que la glace et le feu. Depuis l'enfance, Murilo avait un penchant pour l'espièglerie, alors que Marcos était tout le contraire. Tous les membres de la famille s'émerveillaient d'une telle dissemblance dans le caractère des deux frères. Marcos a su très tôt qu'il aurait une famille. Il a commencé à travailler à temps partiel alors qu'il était encore à l'école pour aider ses parents. La famille a toujours vécu très pauvrement. Murilo, quant à lui, reprochait à ses parents de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de leurs enfants. Il ne voulait pas travailler, il préférait un autre moyen de gagner de l'argent, la fraude. C'est ce qui l'a amené à se faire prendre et à se retrouver derrière les barreaux. Condamné à 10 ans dans une colonie pénitentiaire stricte, il en fera finalement 12, auquel s'ajoutera une tentative d'évasion. Marcos n'a jamais parlé de son frère à personne, pas même à Natalia, mais il ne l'a pas abandonné. Il envoyait régulièrement des colis, rendait visite à Murilo et le soutenait autant qu'il le pouvait. Cependant, Murilo n'avait apparemment pas vraiment besoin du soutien de son frère. Au contraire, il lui reprochait de l'avoir mis en prison pendant de nombreuses années, alors que Marcos réussissait à s'en sortir. Ses parents n'ont pas vécu la libération de leur fils, ils sont décédés à 4 ans d'intervalle. Le jour où Murilo a été libéré, Marcos a déclaré qu'il avait passé une journée de travail normale avec son ami. Il livrait des marchandises diverses à des magasins. En fait, il s'est rendu dans la ville voisine où se trouvait la prison. Il avait l'intention de ramener son frère à la maison de ses parents dans le petit village, puis de rentrer chez lui. Marcos, que dois-je faire ici? Emmène-moi avec toi. Je trouverai un travail, je ne serai pas un fardeau. Je rencontrerai même ta fille et ta femme, dit Murilo alors qu'il s'éloigne de la prison. Murilo, ce n'est pas possible pour le moment. Notre maison est trop petite, il n'y a pas de place pour toi. Nous sommes déjà à l'étroit, a répondu Marcos. Bien sûr, tu ne t'es jamais soucié de moi de toute façon, grommelle son frère. Arrêtons cela. Tu as choisi ton propre chemin. J'ai toujours dit que ça ne finirait pas bien, mais tu m'as ignoré. Tu t'es même moqué de moi parce que j'étais un bon garçon qui écoutait papa et maman et lisait des livres ennuyeux au lieu de sortir avec une gentille fille. Ce n'est pas vrai. Que puis-je dire, mon frère? J'étais jeune et stupide. Murilo fait claquer sa langue. Mais les choses seront différentes maintenant. J'ai juste besoin de quitter ce village. Il n'y a rien pour moi ici. Je finirai par sombrer à nouveau. Murilo, écoute. Nous devons être prudents. Je vais trouver quelque chose, je te le promets. Donne-moi un peu de temps. Je t'aiderai avec de l'argent, je te rendrai visite autant que possible. Pourquoi faut-il toujours que tu sois aussi correct, hein? C'est ennuyeux, grommela Murilo. Marcos reste silencieux. Il n'avait pas envie de discuter, il voulait juste vivre une vie normale. Oui, il ne voulait pas abandonner son frère, mais il ne voulait pas non plus interrompre sa propre vie. Il avait récemment commencé un nouveau travail. La famille avait plus d'argent et envisageait d'acheter une maison. Leandro a proposé de créer sa propre entreprise, une boutique en ligne. Ce n'était encore qu'une idée, mais tout commence par une idée.
Et puis il y a eu Murillo. Marcos ne croyait pas que son frère changerait et commencerait à mener une vie normale. Il y avait quelque chose en lui qui le poussait à tromper les gens pour obtenir ce qu'il voulait, pourvu que cela rapporte rapidement et sans trop d'efforts. D'où venait ce trait de caractère qui semblait avoir été transmis à son jeune frère? Murillo est né 3 minutes après Marcos. D'accord, Marcos, je comprends. Je dois donc me morfondre dans ce petit village, dit Murillo. Je t'ai dit que j'allais trouver une solution, dit son frère en haussant le ton et en freinant brusquement la voiture. La voiture s'ébranle. Qu'est-ce que tu fais? Tu en as marre de vivre ou quoi? S'écria Murillo. Désolé, mon frère. Les marguerites. Tu as perdu la tête? Quelle marguerite? Demande Murillo. Regarde là-bas dans la clairière. Des marguerites. Ma fille adore ces fleurs. Peu importe. Aucune femme ne vaut la peine de freiner comme ça sur la route, au péril de sa vie. Et pourquoi faire? Pour cueillir des marguerites? C'est dégueulasse. Attends-moi ici, je serai rapide, dit Marcos et sortit de la voiture. Il n'y avait que quelques marguerites, comme si un gnome de la forêt avait répandu sur le sol des graines qui s'étaient transformées en délicates fleurs aux yeux jaunes. Marcos s'accroupit et commença à cueillir soigneusement branche par branche. Il n'entendit même pas les pas derrière lui, alors que Murillo était tout proche. Et puis, un coup violent à la tête et l'obscurité. Il s'est réveillé dans un endroit totalement inconnu, la tête bandée. Il a soif, tout son corps lui fait mal. Marcos se sentait si faible qu'il ne pouvait bouger ni ses mains ni ses pieds. « Maman, il est réveillé », murmure une voix qui pourrait être celle d'un garçon ou d'une fille. Marcos n'avait pas la force d'ouvrir les yeux, il ne pouvait que deviner. « Alors, il va vivre », dit calmement grand-mère en posant sa main sur le cou de Marcos. Son pouls est normal, le danger est passé. Où suis-je? Dit Marcos avec difficulté. Dans la forêt, dans notre petite maison, avec ma petite fille. Nous vivons ici comme des ermites. Qui t'a frappé si fort et t'a laissé dans la forêt? Un peu plus et tu aurais donné ton âme à Dieu. Je ne me souviens de rien, répondit-il et il s'endormit. Qu'est-ce qui a poussé 2 femmes, l'une âgée et l'autre très jeune, à vivre dans ce désert forestier? Marcos ne l'a jamais su. Sans elle, il n'aurait pas survécu. Un jour, Donna Léa lui a demandé « Pourquoi as-tu été arrêté ?» Marcos n'a pas compris. Son passeport était là, étiqueté Murillo Dia. « C'est toi sur la photo ?»« C'est donc toi Murillo Dia ?» répète l'homme épuisé. « Murillo, dit Madame Léa, je ne me souviens pas. C'est comme si j'étais né hier. »« Et pourquoi me demandez-vous pourquoi j'ai été arrêté ?»« Parce que c'est dans votre passeport. »« Voilà pourquoi, dit la vieille dame en riant. »« Alors, moi aussi je suis un criminel, n'est-ce pas ?»« Tu fais semblant, mon garçon ?» demande la vieille femme avec un sourire malicieux. « Je vous promets que je ne me souviens de rien, mais je n'ai pas l'impression d'être un criminel, » sourit-il. Pendant 2 mois, Marcos n'a pas pu sortir du lit. Sa tête tournait et il souffrait d'une grande faiblesse. Puis, peu à peu, il a commencé à se rétablir, mais malheureusement, il n'a pas retrouvé la mémoire. Marcos disposait d'une petite réserve d'argent, qu'il avait probablement l'intention de donner à son frère, et il la gardait séparément dans la poche de poitrine de sa chemise. Avec cet argent, Liliana, la 2e habitante de cette maison dans la forêt, achetait tous les 15 jours les provisions nécessaires au magasin situé près de sa maison, au bord de la route. Parfois, la vieille dame allait quelque part, mais Marcos ne savait pas où. Il savait qu'elle allait en ville et qu'elle y restait plusieurs heures. Tu sais, Murillo, maintenant que tu es en parfaite santé, il est temps de reprendre une vie normale, à moins que tu n'aies l'intention de rester ici pour toujours, commença Donna Léa un soir. Oui, Madame Léa, j'y ai pensé moi-même. Je vais aller voir la police. Ils m'aideront certainement à établir mon identité. La police n'a pas eu de mal à comprendre le cas de Marcos. Pourquoi êtes-vous venu, Monsieur Dia, demande le policier en examinant son passeport. Pour nous montrer comment vous vous êtes comporté? Eh bien, j'ai besoin de votre aide. Aidez-moi à comprendre qui je suis et si j'ai de la famille, répond Marcos. Vous avez laissé votre cerveau en prison ou quoi? Je ne sais pas, mais si ce n'était pas pour une gentille vieille dame, je ne serais pas ici maintenant. Elle m'a trouvé dans la forêt, non loin de la route. Elle a soigné mes blessures, mais je n'ai toujours pas retrouvé la mémoire. Je vis dans le brouillard.
Êtes-vous inscrit à une adresse? Non, je ne le suis pas. Je suis venu directement chez vous. Je comprends. Nous allons enquêter sur votre cas et vous faire part des résultats. Laissez-nous votre numéro de téléphone. Heureusement, Marcos avait acheté un téléphone portable bon marché avant de se rendre à la police. Il aurait dû retourner en captivité dans la forêt, car il avait à peine de quoi payer la chambre la plus éloignée. Il a fallu plusieurs semaines pour découvrir que l'homme qui présentait le passeport au nom de Murilo Dia n'était pas Murilo Dia. Les empreintes digitales ont aidé la police. Il n'y avait qu'une seule explication, il ne s'agissait pas de Murilo Dia, mais de son frère jumeau, Marcos Dia, qui avait été enterré quelques mois plus tôt. Félicitations, vous êtes Marcos Dia. Il n'y a pas de doute. Tout va bien, demande le policier de service. Oui, tout va bien, répond Marcos en se frottant le front comme s'il essayait de se souvenir de quelque chose. C'est ce qu'il a fait. Il se souvient du visage d'une jeune fille joyeuse. Qui était-elle? Le processus de résurrection de Marcos Dia commença. À sa demande, rien n'a été dit à sa femme. Marcos décida qu'il devait se rendre d'urgence sur sa propre tombe. Il espérait que cela l'aiderait à se souvenir de quelque chose. Marcos se rendit donc au cimetière. De telles coïncidences se produisent. Il arriva juste au moment où sa femme, sa fille et son ami venaient se recueillir sur sa tombe, les trois personnes les plus proches de lui. Marcos s'est placé derrière les arbres et a regardé la jeune femme arranger les fleurs et pleurer sans cesse. Lorsque la jeune fille attache quelque chose à la pierre tombale, le cœur de l'homme se contracte et des morceaux de mémoire défilent dans son esprit, des marguerites, petites fleurs délicates qu'il avait l'habitude de cueillir à l'orée de la forêt, et puis un coup sur la tête, un coup fort et l'obscurité. C'est tout ce dont Marcos se souvient. Il attendit que sa femme, sa fille et son ami soient partis et s'approcha de la tombe. Une fine feuille flottait doucement dans la brise légère et bruissait doucement. C'est pour feu Marcos Dia, murmura-t-il, et il commença à se souvenir de tout comme s'il s'agissait de sa fille Vitria. Je voulais venir hier, mais je n'ai pas pu. Vitria m'a probablement attendu toute la journée. Pourquoi t'aurait-elle attendu, s'étonne Natalia. Je ne comprends pas, dit Leandro. Vittoria sait-elle que tu es en vie? Oui, Leandro, elle le sait. Nous sommes allés ensemble dans un café. Je l'ai invitée à me rejoindre en laissant un mot sur le balcon de cette maison. Elle n'arrêtait pas de dire qu'elle sentait que tu étais vivant, que tu étais près d'elle, dit Natalia en pressant ses mains contre sa poitrine. C'est incroyable. Et moi, j'essayais de la calmer, de la distraire. Notre petite fille s'est révélée plus sage que nous tous. Ton frère est un salaud, dit Leandro. Il voulait se débarrasser de toi. À quoi s'attendait-il? Qu'il revienne à la maison et qu'il se fasse passer pour toi. Je ne sais pas, Leandro. Je me souviens qu'il m'a demandé de l'emmener avec moi au lieu de l'emmener au village, mais je lui ai demandé d'attendre. Apparemment, il n'a pas voulu attendre, il a décidé d'accélérer le processus. Qu'est-ce qu'il attendait, s'exclame Natalia. Que je sois complètement idiote et que je ne reconnaisse pas mon mari même s'il lui ressemblait. Je l'aurais reconnu à la première seconde. Marcos tient la main de sa femme. La chaleur les envahit tous les deux et leurs cœurs se remplissent d'un mélange de joie et de bonheur sans limite. Natalia se contente de regarder son mari en souriant. Leandro s'exclame soudain, faisons la fête. Le couple regarde leur meilleur ami au monde, à qui ils seront reconnaissants toute leur vie. La voix de Victoria vient du deuxième étage. Je vais voir si la fièvre de Victoria est encore montée, dit Natalia en se levant de sa chaise. Marcos se dirige vers l'escalier. Le lendemain, ils décidèrent d'organiser une fête pour marquer le retour de Marcos dans sa famille et dans ce monde. Ensemble, ils ont commencé les préparatifs. Tu sais quoi? Je pense que nous devrions aller dans la forêt. Nous allons organiser la fête dans la maison de la vieille dame et de sa petite fille. Sans elle, je serai veuve toute ma vie, dit Natalia. Excellente idée, ajoute Leandro. Pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt, ajoute Marcos. Et les écureuils de la forêt, demanda Vitria, curieuse, qui ne montrait aucun signe de maladie. Bien sûr, ma chérie, même ceux qui sont malades, répond Marcos en écarquillant les yeux et en baissant la voix. Papa, je ne suis plus un enfant. Je ne crois pas à tes histoires, dit Victoria en faisant la moue. Oh, quel dommage, c'était si amusant avant. Alors tu ne croiras pas ce qui m'est arrivé récemment, aucun conte de fées ne pourrait l'inventer, dit son père.
Qu'est-ce qui t'est arrivé? Demanda la jeune fille avec intérêt. Je l'ai rencontré dans le marais, demande Victoria en ouvrant légèrement la bouche et en regardant son père. La fille du roi du marais, répond Marcos calmement. Papa, tu plaisantes encore, dit la fille offensée. Assez de bavardage, préparons-nous pour les dames de la forêt, s'exclame Leandro à voix haute. Victoria chérie, n'oublie pas la sauce à l'ananas, c'est vrai, répond la fille en se précipitant dans la cuisine. Ils étaient heureux dans la voiture. Tu sais, Leandro, j'ai l'impression que tu vas bientôt te marier, dit soudain Marcos. Moi, mon pote? Tu as raison de dire une telle connerie. C'est drôle, je crois que Liliana et toi allez trouver un terrain d'entente, dit Marcos. Qui est Liliana? Demande Natalia. La petite fille de la femme qui s'est occupée de moi. Elle est comme une fée de la forêt, parfaite pour notre Leandro. Bonjour, l'oncle Leandro va se marier avec une fée, ils auront des enfants merveilleux, s'exclame Vittoria. Leandro rit, les époux rient. Tu devrais penser à des choses sérieuses, mon ami, pas à des bêtises, dit Leandro d'un ton mystérieux et solennel. Si tu veux parler du travail, je commencerai à chercher demain, a répondu Marcos. J'ai besoin de ton aide, Marcos. Nous sommes à 2 doigts de lancer notre boutique en ligne. Ensemble, tu es revenu au bon moment, mon pote. Tu t'es enfin décidé, tu es un champion, dit Marcos en tapant sur l'épaule de son ami et en riant. Sainte Vierge. Natalia, comme ce rire m'a manqué, dit tendrement Natalia en ébouriffant les cheveux de son mari. Les marguerites, s'écria soudain Vittoria. Elles sont merveilleuses, comme celles qui sont attachées au balançoire, ce bouquet de fleurs délicates que j'ai décidé d'acheter. Ce jour fatidique où mon propre frère a décidé de se débarrasser de moi, de me voler la vie, cela nous a coûté cher, pense Marcos en avalant une boule dans la gorge. Oui, mon cher, elles sont vraiment merveilleuses, tes marguerites préférées, dit Natalia. L'histoire se termine sur une note d'espoir et de renouveau, où Marcos, sa famille et ses amis sont prêts à entamer une nouvelle phase ensemble, plus forts et unis par les adversités qu'ils ont surmontées. Le récit rappelle ainsi avec force que, malgré les difficultés et les trahisons, les liens familiaux et l'amour sincère ont la capacité de guérir et de transformer les vies. Si vous avez aimé cette histoire, donnez votre avis dans les commentaires et, bien sûr, likez et abonnez-vous. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Un gros câlin et à plus tard.